Alors dans la vidéo précédente, on avait vu les différents types de grammaire et on s'était arrêté aux grammaires hors contexte, grammaire de type 2. Alors on avait vu comment dire, les notions de dérivation, de grammaire ambiguë, etc. Et je vous avais dit qu'on commencerait par regarder un analyseur syntaxique récursif descendant avec backtracking pour reconnaître n'importe quelle grammaire hors contexte, même les grammaires ambiguës. Donc reconnaître si un mot donné est bien dans le langage engendré par une grammaire. Donc là, pour l'instant, on va être très général et se placer ici. Alors, on avait vu aussi qu'il fallait effectuer une transformation pour les analyseurs syntaxiques descendants, parce que la récursivité à gauche, comme ici par exemple, avec le E ici et le E là, ça posait problème. Donc on a la même chose avec le T ici et le T là par exemple. Donc cette grammaire G1, on avait vu comment la transformer en une grammaire G2. Donc on peut faire ça automatiquement pour enlever la récursivité à gauche tout en obtenant des grammaires équivalentes. Donc le langage engendré par G1 est ici le même que le langage engendré par la grammaire G2. Donc on va regarder maintenant comment écrire un analyseur syntaxique récursif descendant avec backtracking pour reconnaître n'importe quelle grammaire hors contexte non récursive à gauche. Donc pour ce faire, je vais commencer par vous montrer la notion de continuation. Donc je vais m'en servir en fait dans l'analyseur et ça va me permettre d'écrire un code assez court et je trouve assez facile à comprendre pour cet analyseur. Donc on va d'abord regarder un exemple simple avec la fonction factorielle. Donc on regarde d'abord ce petit bout de code. Alors ça c'est un code classique, donc une fonction factorielle récursive. Donc il y a le cas de base, n égale 0, et dans ce cas-là on rend 1, sinon on fait n fois l'appel récursif. Donc si on regarde ce qui se passe, on verra comme ça la différence avec factorial count, c'est qu'on doit conserver un contexte en fait dans cette fonction. Donc je vais mettre fac au lieu de factorial pour aller plus vite. Donc si je fais par exemple fac de 4, alors si je prends le modèle par substitution, donc le modèle par substitution en fait c'est on remplace juste le paramètre formel par sa valeur effective, le 4, et on substitue dans le code. Alors c'est facile de faire ça avec du code fonctionnel où il n'y a pas d'affectation. Quand il y a des affectations, on ne peut plus vraiment faire ça. Par exemple, si j'avais une fonction toto qui prenait un x et qu'à un moment dans le code, je fais x égale x plus 4 par exemple. Donc si je remplace ce x là, donc si je fais toto de 2, alors c'est le modèle par substitution ici, ça va donner un peu n'importe quoi, parce que si je remplace le paramètre x par 2 partout, ça me fera 2 égale 2 plus 4. Donc ça va pas. Donc le modèle là que j'utilise, c'est le modèle de substitution, et c'est facile à utiliser quand il n'y a pas d'affectation. Donc si on reprend, donc si je reprends pour ça fac de 4, je vais obtenir, donc je remplace n par 4, donc 4 n'est pas égal à 0, donc je remplace tout fac de 4 par 4 fois fac de 3, de 4 moins 1, fac de 3. Donc je reprends le modèle par substitution sur fac de 3, je remplace n par 3, et j'obtiens du coup 4 fois 3 fois fac 2. Alors on voit ici en fait qu'il y a un contexte à conserver à chaque fois, et qui croît en fait linéairement en fonction du paramètre n. Donc ici j'ai le 4 à conserver parce que j'ai 4 fois, mais je dois attendre le résultat de fac de 3. Ensuite ici j'ai 4 fois 3 fois, il faut que j'attende le résultat de fac de 2. Donc ensuite si je remplace fac de 2, je vais obtenir 4 fois 3 fois 2
fois fac de 1. Je remplace fac de 1, 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois fac de 0. Et enfin, j'arrive à mon dernier appel récursif, 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 1. Ensuite, il faut remonter. Donc on fait 1 fois 1, donc c'est 1. Donc on a fois 2 fois 3 fois 4. Ensuite, 2 fois 1, c'est 2 fois 3 fois 4. 3 fois 2, 6 fois 4. Et on arrive enfin à la fin avec 24. Donc ce que je voulais juste qu'on remarque sur cet exemple, c'était le contexte à retenir entre les différents appels. Donc ici 4, 4 fois 3, 4 fois 3 fois 2, 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc. Et une fois qu'on a atteint le cas de base, bah, on remonte et on finit les calculs en attente. Alors, si on regarde maintenant la deuxième implémentation de factoriel, donc factoriel par continuation. Oups, donc factoriel par continuation. Donc là, l'idée en fait, c'est de rajouter un paramètre qui s'appelle la continuation. Donc ici, on a toujours le paramètre n, mais on a ce nouveau paramètre k. Donc k, si on regarde son type, en fait, ça va être des entiers vers les entiers. Et le rôle de k, le but de k, en fait, c'est ce qu'il reste à faire après avoir calculé factoriel de compte de n. Donc, une fois qu'on a le résultat de factoriel de compte de n, on le donne à k, et k s'occupe du reste des calculs à faire. Donc si on regarde, quand n vaut 0, donc c'est le cas de base, et ben on sait que factoriel compte de 0 c'est 1, comme tout à l'heure, et donc on donne à la continuation k la valeur 1, donc qui est le résultat, et k va effectuer les calculs qu'il reste à faire après avoir le résultat 1. Donc si on regarde le else, c'est pareil en fait. On fait la factorielle de n-1 et la continuation qu'on obtient maintenant, c'est celle-ci. Donc une fois, donc dans res ici, on aura le résultat de factoriel compte de n-1. Et qu'est-ce qu'il reste à faire avec ce résultat? Donc c'est n fois res pour obtenir factoriel compte de n. Et ce qu'il reste à faire, c'est dans k. Donc on passe n fois res à k. Alors la différence entre ces deux fonctions, c'est que l'une, factorielle, comme on avait vu, elle doit garder un contexte en fait, le n fois, que factorial compte, elle n'a aucun contexte à garder. On dit en fait que cet appel récursif est récursif terminal. Alors, OCaml optimise en fait ce genre d'appel. Comme il voit que c'est récursif terminal, en fait un appel récursif terminal, ça peut s'implémenter facilement par une boucle. Parce qu'il n'y a aucun contexte à conserver, donc on peut juste faire une boucle. Donc en fait, ça prend pas de place, ça prend une place constante sur la pile, cet appel factoriel compte, cette fonction factoriel compte. Par contre, factorial, elle prend un emplacement linéaire en fonction de n, proportionnel à n, sur la pile. Alors on peut se rendre compte de la différence de ces deux fonctions en les exécutant. Donc si j'exécute factorial de 5, donc 120, donc si je prends factorial compte, donc on va obtenir la même chose. Alors la continuation, une fois qu'on a le résultat final, en fait, bah, c'est juste rendre le résultat, donc c'est pour ça que je donne la fonction fun de x donne x. Donc là, on va obtenir 120 aussi. Mais le résultat va être différent, en fait, si j'essaie de faire une factorielle d'un nombre très grand pour faire plein d'appels récursifs. Donc là, ici, il y a un débordement de pile, donc Stack Overflow. Alors, si on regarde, en fait, dans l'interpréteur, la limite pour la pile est par défaut de 1 mégaoctet. Donc là, on a dépassé en fait le mégaoctet. Et si je fais la même chose, mais avec factorial compte, on va reprendre.
Donc cette fois-ci, ça déborde pas. Alors, factorial count étant récursif terminal, en fait, c'est comme une boucle. Bon, maintenant, il n'y a pas de secret non plus. La continuation, ici, il faut bien qu'elle soit stockée quelque part. Et en fait, elle est stockée sur le tas. En fait, une continuation, enfin une fermeture de manière générale, une fonction. Donc fermeture parce que ici, on a le paramètre res, donc qui est ici. Mais il y a deux éléments qui ne sont pas dans les paramètres, c'est k et n. Donc il faut les capturer, en fait. Et on capture ça dans une fermeture. Donc dans une fermeture, ça peut être représenté par un doublet. Ici, on a l'adresse d'un code. Et ici, on a l'environnement, donc les valeurs de k et n. Donc on peut représenter ça, par exemple, par... Ici, il y aura la valeur de n et la valeur de k. Et ça, en fait, c'est mis dans le tas. C'est pour ça qu'on n'a pas de débordement de pile, vu que les continuations sont pas mises dans la pile. Et que l'appel récursif terminal est optimisé par OCaml. Ok, alors vous verrez, j'utiliserai dans l'implémentation de l'analyseur qu'on va voir dans pas longtemps les continuations. Ça rendra le code, je trouve, facile à comprendre et très court. Mais les continuations, en fait, c'est une manière, un moyen mécanique de transformer toute fonction récursive non terminale en une fonction récursive terminale. Ok, donc je vais juste vous montrer l'exemple, un exemple un peu plus compliqué sur des arbres. Donc, on va regarder sur ça. Donc ici, on va représenter des arbres. Donc ce sont des arbres binaires. Alors prenons un petit exemple. Par exemple, on a un nœud. On aura, donc là c'est un arbre générique, mais imaginons que ce soit un arbre d'entier. Donc on va mettre par exemple l'entier 1. Ensuite ici on peut dire que c'est une feuille directement. L'arbre gauche, on va dire que c'est encore un nœud, avec cette fois-ci par exemple 3. Ici une feuille. Un autre nœud avec, je sais pas, 5. Et on termine l'arbre avec 2 feuilles. Donc la fonction mapTree, donc celle-là, son but en fait c'est de rendre un nouvel arbre où on a juste changé les éléments, ces éléments-là, donc les 1, 3, 5, en fonction de la fonction f qui est passée en paramètre. Donc T c'est un arbre de type A, donc de type ATree. La fonction f prend un A, donc le même que celui-là, et rend un B, et donc on obtient bien en résultat un arbre de type B. Donc si on regarde le code, il est simple, on match T, on voit si c'est une feuille, et ben on rend une feuille. Si c'est un nœud, donc avec X et l'arbre gauche left, l'arbre droit right, on rend un nouveau nœud. Donc on applique la fonction f sur X, on fait un appel récursif sur l'arbre gauche, un appel récursif sur l'arbre droit. Alors bien sûr, ça c'est pas récursif terminal parce que d'une part, quand on lance cet appel récursif, on a encore celui-là à faire. Et puis on doit construire le nœud en fonction de ces deux résultats-là. Alors, si par exemple la fonction qu'on avait donnée, c'était fun de x donne 2 fois x, donc le nouvel arbre à partir de celui-là, ce serait note de 2, leaf, note de 6, leaf, et note de 10, leaf. Ok, donc comment, je vous ai dit juste avant que les continuations, ça permettait de transformer mécaniquement une fonction récursive en une fonction récursive terminale. Donc une fonction récursive non terminale en une fonction récursive terminale. Donc on va voir avec ce code-là. Donc ça calcule la même chose, donc sauf par continuation. Donc en paramètre, comme tout à l'heure, on a un arbre, on a une fonction, et la continuation, ça prend le résultat d'un mapTree compte, donc c'est bien un btree, et ça rend un btree. Donc on match
l'arbre T. Si on voit que c'est une feuille, donc on doit créer une feuille et on donne à la continuation K ce résultat-là. Donc la continuation va faire ce qu'il reste à faire comme calcul. Si on a un nœud, on va appeler mapTriConte sur l'arbre gauche. Et une fois que ce calcul sera fait, mapTriConte sur l'arbre gauche, la continuation c'est quoi? On prend le résultat L, donc l'arbre gauche, modifié en paramètres. Il nous reste à calculer quoi? mapTriConte sur l'arbre droit. Et une fois qu'on aura calculé mapTriConte sur l'arbre droit, la continuation c'est quoi? Elle prend l'arbre droit modifié, elle crée le nouvel arbre, donc avec L et R, et on fait f de x, donc comme on avait fait tout à l'heure ici. Et la dernière chose qu'il nous restera à faire, c'est d'appeler cette continuation-là, donc avec justement le résultat de mapTriConte de t. Et là on voit, on a bien un appel récursif terminal, puisqu'il n'y a aucun contexte ici, rien d'autre à faire. Donc on a bien transformé une fonction récursive non terminale en fonction récursive terminale. Ok, donc je vous donne un dernier petit exemple. Alors, vu qu'on maîtrise maintenant ce qu'il reste à calculer, donc on a réifié en fait on a réifié ce qu'il reste à calculer, donc on l'a réifié dans la continuation. Donc on peut manipuler maintenant concrètement en fait l'ensemble des calculs qu'il reste à faire. Donc là on va faire une petite fonction produit qui prend une liste d'entiers, L, et donc on va regarder celle-là, qui va calculer le produit des éléments de la liste. Donc si on avait 1, 2, 3, prod de 1, 2, 3, ça nous donnerait 6. Maintenant on voudrait optimiser, parce que s'il y a un 0 dans la liste, c'est pas la peine de continuer le reste des calculs. Alors là ici j'ai mis une variable globale compteur qui va compter en fait le nombre de multiplications qu'on a effectuées. Donc si on regarde prod sans continuation, elle prend la liste, donc on match la liste. Si c'est une liste vide, on rend 1. Si ça commence par 0, on s'en moque en fait du reste puisqu'on rend 0 directement. Et si ça commence par E, donc qui est différent de 0, alors ici j'incrémente compteur parce que je vais faire une multiplication ici. Et donc je fais E fois prod de R. Alors, celle par continuation, alors si on va faire un petit exemple, donc si on prend, alors on va regarder compteur d'abord, donc compteur il est à 0, si on prend prod de, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9, 10, 11 par exemple. Alors le produit c'est bien 0, et si on regarde compte, on a effectué 8 multiplications, donc qui étaient inutiles à vrai dire, puisque le produit était nul. Maintenant, si on regarde par continuation, donc comme tout à l'heure, sauf qu'on a la continuation en paramètres, et cette continuation, son type c'est le résultat c'est un int, donc int dans int. Donc maintenant, si jamais la liste est vide, on rend 1 qui est l'élément neutre pour la multiplication, donc on le donne à la continuation, donc qui va prendre 1 et effectuer le reste des calculs à partir de cette valeur 1. Et là c'est important parce que ça ressemble beaucoup à cette ligne, mais là il y a quelque chose de vraiment différent, c'est on rencontre 0, donc au lieu d'appeler K de 0, on rend 0 directement. Donc on abandonne tous les calculs qui restent à faire dans la continuation. Donc on fera en fait aucune multiplication dans ce cas-là. Et l'autre cas, on appelle prod compte sur le reste de la liste, avec la continuation qui fait quoi? Quand on a la valeur de prod compte sur le reste de la liste, alors on incrémente compteur parce qu'on va effectuer une multiplication ici, et on appelle la continuation K ici sur E fois V. Donc si on regarde avec ça, ça va avoir un comportement très différent.
je vais remettre compteur à 0. Et on va appeler prod_count. Alors la continuation, pareil, ça va être une fois que j'ai le résultat, ben, je le rends simplement, le résultat final. Et voilà, prod_count, pardon. Donc toujours 0. Et si je regarde compteur, cette fois-ci, j'ai effectué aucune multiplication. Donc grâce au fait qu'on a accès maintenant, qu'on manipule la suite des calculs à effectuer, et ben je peux l'abandonner ici. Ok. Alors, si on regarde, comme je disais, maintenant ce qu'on va faire, c'est notre analyseur récursif descendant avec backtracking pour des grammaires hors contexte. Pour n'importe quelle grammaire hors contexte non récursive à gauche. Alors, on va voir que c'est pas le plus efficace, que dans le pire des cas, alors ça peut être linéaire la complexité, mais dans le pire des cas, ça peut être exponentiel. Donc après, on regardera ça. Toujours des grammaires, toujours des analyseurs syntaxiques descendants récursifs, mais sans backtracking. Donc dont la complexité sera linéaire au pire des cas. Donc sera linéaire en fait la complexité, dans tous les cas. Alors quand je dis linéaire, c'est linéaire sur la longueur de la chaîne d'entrée à reconnaître. Alors, maintenant qu'on a vu les continuations, on va pouvoir regarder le code de notre parseur récursif descendant avec backtracking. Donc le code, c'est, comme je vous disais, c'est assez court. C'est juste là. Alors, à la limite, je peux le rendre encore plus court. On va juste faire ça. J'avais oublié de l'enlever sur celui-là. Voilà. Ok, donc le code qui va nous intéresser, c'est juste ça. Et ça va permettre de reconnaître des mots du langage engendré par une grammaire hors contexte non récursive à gauche, mais n'importe laquelle, qu'elle soit ambiguë ou pas, ça marchera. Ok. Alors, on va regarder comment on va représenter la grammaire. Donc, une grammaire ici, ça va être du coup l'axiome de la grammaire, les terminaux, les non-terminaux et les productions. Alors, on va faire des petits alias pour que ce soit plus compréhensible. Donc, le vocabulaire terminal, ça va être représenté par une chaîne de caractères, les terminaux, les non-terminaux par des chaînes de caractères aussi. Et V, ça va être juste soit un terminal, soit un non-terminal. Ensuite, on va représenter les terminaux par un ensemble. Donc, on crée cet ensemble en lui donnant en fait alors quel est le type des éléments. Donc c'est VT, mais bon, c'est une chaîne de caractères. Et on lui indique aussi comment comparer des éléments entre eux. Donc on va utiliser le compare du module string. Les non-terminaux, bah, c'est la même chose. On définit le type et ce sont des chaînes de caractères, donc le compare c'est pareil. Et ici, on va définir une map qui va nous permettre de comment dire, de mettre en relation des non-terminaux avec quelque chose. Donc, le dernier élément, c'est un ensemble de productions. Donc, si on regarde, par exemple, je sais pas, la grammaire E donne... alors,
alors même pas E à vrai dire, on va prendre n'importe quoi, S donne A, B, C ou E, D par exemple. Donc les productions ici ça va être, je voudrais associer à S la production ABC et aussi la production ED. Donc on va regarder comment c'est représenté. Donc on va dire que les productions en fait ici, alors si je reprends, l'axiome c'est un VN, donc c'est un nom terminal, donc en gros c'est une chaîne de caractères. Les terminaux c'est un ensemble de terminaux, les noms terminaux un ensemble de noms terminaux, et les productions de la grammaire en fait c'est une map entre quoi, donc entre un nom terminal, ici on voit le VN map, et un ensemble de productions. Et un ensemble de productions, c'est quoi? C'est un ensemble de V-listes. Donc les V, on avait vu ça ici. Donc si je représente par exemple ces deux productions, donc on va avoir la map qui va associer AS. On va associer, alors j'aurais besoin d'un peu plus de place. On va associer un nom terminal, donc VN. Donc je prends ça ici. Alors, de A. Ensuite, on va associer le nom terminal B et le nom terminal C. Donc ça, c'est une des productions. Et une autre des productions dans l'ensemble, ça va être, donc pour ED, donc E c'est un terminal, donc ça va être un VT, donc VT de E, et le D ici, donc un nom terminal, VN de D. Et on a fini notre ensemble. Donc voilà comment vont être représentées les productions. Donc pour un nom terminal donné, là ici l'axiome S, et ben on a un ensemble, et les éléments d'une production comme ABC sont présentés par une liste de V, donc de noms terminaux ou de terminaux. Ok, donc ça représentera notre grammaire. Donc maintenant, avec tout ça, on peut écrire notre analyseur descendant récursif avec backtracking. Donc l'idée, c'est quoi? Cet analyseur descendant, bah, il prend la grammaire en premier paramètre, ensuite l'entrée. Donc l'entrée, c'est une liste de chaînes de caractères. Donc c'est le mot à reconnaître, ou la phrase si vous voulez reconnaître. On peut dire les deux. Ici, c'est les V qu'il nous reste à reconnaître. Donc par exemple, si j'étais dans l'axiome, j'avais l'axiome à reconnaître avec une chaîne d'entrée donnée, input, bah, si je veux reconnaître l'axiome, il faudra que je reconnaisse par exemple ABC. Donc ici, si je dois reconnaître ABC, dans VList en fait il y aura ce que j'ai montré tout à l'heure, on aura VN de A, VN de B et VN de C. Ensuite on a la continuation, et c'est là où ça simplifie pas mal les choses je trouve. La continuation, ça va être de dire ok, tu as reconnu toute la V-list qui était ici, donc tu as reconnu A, tu as reconnu B, tu as reconnu C, qu'est-ce qu'il restait à reconnaître? Alors, bon, dans cet exemple, à vrai dire, il ne reste plus rien à reconnaître, mais si on en prend un autre, imaginons qu'on ait eu S donne A, B, C, et je suis en train de reconnaître A, donc je devais reconnaître par exemple, je sais pas, A, bon, imaginons que je devais reconnaître AA. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai reconnu ça, il me restera à reconnaître BC. Donc la continuation, elle va permettre
de capturer ça et dire, voilà, tu devais reconnaître cette chose-là actuellement, mais il te restait à reconnaître ça après. Donc c'est pour ça que la continuation, elle prend une liste de chaînes, donc c'est l'entrée qu'il reste à reconnaître, c'est-à-dire on a consommé une certaine partie de l'entrée en reconnaissant la V-list ici, mais il nous reste à reconnaître maintenant, une fois qu'on a reconnu la V-list, eh ben, il nous reste cette chaîne d'entrée à reconnaître. Donc on a consommé une partie de input et il nous reste le reste. Et la continuation nous donne le même résultat en fait que Recursive Descent Parser, qui nous rend si oui ou non le mot était bien dans le langage engendré par la grammaire. Alors comment ça marche? Ici je match l'input et la V-list. Donc input c'est la chaîne d'entrée qu'il nous reste à reconnaître. Donc la liste de chaînes de caractères qu'il nous reste à reconnaître. Donc chaque élément de la liste en fait, de cette liste input, c'est un terminal. Et la V-list, donc une liste de terminaux ou non terminaux qui restent à reconnaître. Donc si jamais on se rend compte que la V-list est vide, ça veut dire qu'on vient de reconnaître toute la V-list, et donc là on appelle la continuation en disant ok, la liste des terminaux à reconnaître, donc la chaîne d'entrée à reconnaître, c'est ça maintenant, il me reste ça à reconnaître, et donc j'appelle la continuation K qui me dit, voilà, il restait ces non-terminaux, ces terminaux à reconnaître, et ben je lui donne la chaîne, le reste de la chaîne d'entrée. Maintenant, si jamais on voit que l'entrée, donc on a le terminal dans l'entrée, et là, dans la V-list, j'ai un terminal aussi. Donc si jamais les deux sont égaux, c'est ok, je peux consommer dans la chaîne d'entrée. Par exemple, si j'avais ma chaîne d'entrée c'était A, B, C, D, et que dans la V-list, je vois que l'entête de la V-list c'est VT de A, et ben c'est ok, celui-là je l'ai reconnu, ça j'ai reconnu, et maintenant je suis sur B. Donc c'est ce que ça indique ici. Donc j'appelle ici Recursive Descent Parser, toujours sur la grammaire. Je dis l'input c'est plus que R1 et VT c'est plus que R2, et la continuation elle change pas par rapport à celle-là. Ce qu'il restera à faire c'est toujours la même chose ici. Alors le cas le plus long, c'est j'ai un non-terminal à reconnaître en tête de la V-list. Donc ce que je fais, c'est je crée d'abord une nouvelle continuation ici. Donc la nouvelle continuation de là à là. Donc K' c'est la nouvelle continuation. Donc cette nouvelle continuation, elle prend son paramètre, c'est la chaîne d'entrée qu'il reste à reconnaître, et elle appelle l'analyseur syntaxique descendant avec la grammaire, cette entrée-là. Le reste ici, qu'il restait à reconnaître, et la continuation, donc celle-là, ce qu'il restera à faire après. Donc là, en gros, ce que je lui dis, c'est ok, une fois que tu auras reconnu VN, ce nom terminal qui va se dériver en autre chose, et ben, tu me donneras le reste de la chaîne d'entrée qu'il restera, et je devrais rappeler l'analyseur syntaxique descendant sur cette chaîne d'entrée qu'il reste, sur les terminaux ou non terminaux qui restaient dans la V-list, et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai reconnu ça, il me reste toujours la continuation à exécuter. Donc ça, c'est ma nouvelle continuation. Maintenant, du coup, je vais l'utiliser là-dedans. Ce que je dis, c'est je cherche dans les productions toutes les productions de VN. Ok. Et pour chacune de ces productions, donc les productions, si on regarde plus haut, donc les productions, c'était des V-list.
Donc pour toutes les productions, ici, qu'est-ce que je fais? En fait, j'en cherche une qui rende vrai cet appel récursif, récursif descend parser. Donc dès que j'en ai une qui rend vrai, ça veut dire que j'ai reconnu en fait, j'aurais reconnu ce VN et parce que VN, en fait VN pardon, va se dériver dans cette production là. Donc j'essaye de reconnaître tous les éléments de cette production. Et une fois que j'aurai reconnu ça, eh ben, je devrais reconnaître la continuation appelée K', qui fera ce qu'on vient de dire, et qui est elle-même, c'est quand on aura fini de reconnaître ça, appellera K. Donc si jamais je trouve, si cette fonction-là rend vrai, c'est OK en fait. J'ai reconnu Vn plus tout ça, plus la continuation. Donc j'ai tout reconnu en fait, plus la continuation K. Donc j'ai tout reconnu. D'accord? Donc j'en cherche une qui rende vrai ça. OK? Et c'est tout en fait. Dans tous les autres cas de figure, c'est faux parce que j'avais soit un terminal, soit j'avais deux terminaux qui ne matchaient pas, parce que le one ici était faux, ou alors la chaîne d'entrée était vide et il me restait des choses à reconnaître. Donc ça suffit en fait à faire l'analyseur récursif descendant avec backtracking. Donc on voit en fait que ici on parcourt toutes les productions possibles en fait à tour de rôle pour un même nom terminal VN jusqu'à en trouver une production qui rende vraie l'analyse. Donc voilà, donc les continuations rendent le code, alors je ne sais pas si le code est très clair, mais en tout cas assez court. Alors on va tester ça. Donc ici je vais donc le parse. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de list to set, etc. Là c'est pour mettre à jour les grammaires, je vais vous montrer juste après, mais on ne va pas rentrer dans le détail du code. Mais pour parser en fait une chaîne, donc on donne d'abord la grammaire, l'entrée, qui est une chaîne, et ça nous rend vrai ou faux si on a pu reconnaître si la chaîne en fait en entrée est bien dans le langage reconnu par la grammaire. Donc ce que je fais, c'est j'appelle Recursive Descent Parser qu'on vient de voir sur la grammaire. Ici, ce que je donne en fait, c'est une chaîne, genre si c'est pour les parenthèses, je vais donner une chaîne comme ça, séparée par des espaces. Donc là, le split, ça va être juste créer une liste de chaînes. Donc à partir de ça, par exemple, ça donnera ça. Donc les séparateurs sont les espaces. Donc ça fera ça, 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 etc., etc., avec le reste. Ensuite, le premier élément que je dois... le premier élément de ma grammaire, c'est l'axiome. Donc la vlist initiale est constituée d'un seul élément qui est l'axiome. Et ce que je dois... La continuation initiale, donc c'est une fois que j'aurai tout reconnu, en fait, cette continuation qui sera appelée, et ben, il faut que l'entrée soit vide, égale à la liste vide. Je ne veux pas... je veux reconnaître tout le mot, et pas une seule partie, un préfixe du mot d'entrée, de l'input. Ok, donc si on regarde un petit exemple, ici, je donnais la grammaire, donc cette grammaire-là, donc la grammaire qui reconnaît les bons parenthésages. Donc si on regarde l'axiome, c'est S, les terminaux, c'est les parenthèses gauche, parenthèse droite, les non-terminaux, il n'y a que S, et les productions, donc ces petites fonctions-là, c'est pour créer les sets et la map de production. Donc j'ai simplement S, et à S est associé deux vlistes, celle-là. Donc celle-là, c'est donc S donne parenthèse gauche, S parenthèse droite et S. Et ça, c'est la production epsilon, la liste vide. Donc c'est ça. Donc si on fait... Alors, si on regarde juste en dessous, donc là, on a la grammaire. On a la grammaire qu'on avait vue ici. Voilà.
Donc là c'est pareil, ici on a l'axiome qui est E, les terminaux, les non-terminaux et les différentes productions. Donc ici E donne T, E', E' donne plus T, E', ou moins T, E' ou epsilon. Alors, on va exécuter ça. Non. Alors, ah oui, il faut juste que je load le module string. Ok. Donc si on essaye, alors si on regarde de nouveau, donc c'est parse grammaire et l'input. Donc on va faire parse de G1 et l'entrée. Donc on va faire une entrée bien formée. Donc ça devrait passer. Et ça passe bien. On va enlever cette parenthèse par exemple. Et ça passe plus. Rajouter ça. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Celle-là. Et ça passe plus non plus. Alors si on essaye avec G2, alors les terminaux c'est ID. Donc on va refaire parse de G2 et ID plus ID fois ID. Ça passe bien. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire qui marche pas. Bon, ID. Et ça marche pas. Ok. Alors, on va juste essayer de rajouter un petit truc pour voir les dérivations. Bon, il n'y aura pas grand chose à rajouter. Donc, je vais prendre RDP2. Ok, alors je sais pas pourquoi j'ai pas corrigé ça à chaque fois. Ça enlève une ligne. C'est mieux. Ok. Donc, l'idée ici, c'est la même chose. Tout le début reste pareil. Et ce qu'on va juste faire en fait, c'est que j'aimerais bien... alors, on va voir un exemple, on va le lancer. Donc on va le lancer sur la grammaire G2. Avant de montrer comment ça marche, l'affichage supplémentaire. Alors RDP2. Ok. Et le parse. Alors comment il marche? Donc le parse, grammaire et input. Donc c'est pareil. Donc là ce qui va nous faire en plus, c'est de nous afficher les dérivations successives. Donc là on voit qu'il part de E, ensuite il y a T donne E', ensuite il s'occupe de T ici, donc là on a ça, donc on voit T donne FT', ensuite on a F ici, donc en fait il fait une dérivation la plus à gauche d'abord, donc c'est tout, il prend à chaque fois les terminaux les plus à gauche, les non-terminaux pardon, les plus à gauche qu'il reste. Ensuite, le T' ici se dérive en epsilon. Donc celui-là, c'était epsilon. Ensuite, on s'attaque à ce prime-là, avec ça, qui se dérive en plus T'E'. Donc ensuite, on a le T qui se dérive. Donc si je reprends à partir de plus T'E', donc ça se dérive en, si on regarde, le T il se dérive en F, donc on a reconnu le plus F, où j'en étais, F, T', et il restera E'. Ensuite c'est le F qui va être dérivé en ID. Donc,
je vais laisser le plus, il a été reconnu, mais ensuite le F a été dérivé en ID, donc on obtient plus. Alors je vais le refaire depuis le début en fait, en mettant toutes les étapes. Donc si on repart de E, donc j'obtiens E, donne T, E', ensuite c'est le T, donc F, T', et il reste prime. Ensuite le F c'est ID, donc ça fait ID, T', E', et là on voit que c'est bien une dérivation plus à gauche. Je dérive toujours les noms terminaux les plus à gauche d'abord. Alors on a ID, T' en epsilon, donc E'. Ensuite, si on va continuer par là, le E', donc on a ID, le E' c'est plus, donc c'est ici que je regarde, plus T, E'. Ensuite, donc ID plus, alors le T, donc ça fait F, T', E', donne le F, ID, ID plus ID, T', E'. Donc si on continue par ici, il reste le T'. Donc le T' ça fait ID plus ID fois F, T', E'. Donc il nous reste le F donne ID. Et après on va avoir une cascade de epsilon, ID plus ID fois ID et T', E'. Donc on a T' epsilon, E' epsilon, donc ID plus ID fois ID, E', et dernière étape, ID plus ID fois ID. Donc ça marche bien, ça nous affiche bien toutes les dérivations. Alors, pour terminer la vidéo, je vais juste montrer comment faire pour avoir cet affichage. Alors, la seule chose en fait à rajouter, ça va être cette chose-là. Par rapport à tout à l'heure, c'est un print en fait, qui va nous dire actuellement il faut afficher ça. D'accord? Et si on regarde, donc on va mettre quelques espaces. Ici, quand on atteint, on a reconnu toute la vlist, et ben on appelle la continuation. Donc la continuation, cette fois-ci, elle prend deux arguments, le print, donc ce qui nous permettait d'afficher correctement toute la dérivation jusqu'à maintenant, et l'entrée comme tout à l'heure. Ici, ça change rien par rapport à tout à l'heure, sauf que bien faut passer le nouvel argument print. Et dans ce cas-là, alors là on doit changer, donc tout le reste c'est pareil. Maintenant ce qui va changer, c'est à partir d'ici. Donc la continuation c'est comme tout à l'heure, sauf elle prend un print et l'entrée qui reste. Donc le print, je vous rappelle, c'est comment afficher les dérivations qu'on vient de faire jusqu'à présent, qu'on vient d'effectuer jusqu'à présent. Et ici, donc ça ne change pas par rapport à tout à l'heure, sauf qu'il faut passer le print en plus. Maintenant, donc je vous rappelle, on essaie de trouver une production qui permet de reconnaître toute l'entrée. Donc on appelle l'analyseur descendant récursif sur la grammaire, donc ça ne change pas, l'entrée, la production, donc qui est une liste de V, le K', la continuation, ça ne change pas par rapport à tout à l'heure, mais l'affichage maintenant ça change. Donc l'affichage c'est juste une fonction, alors oui, je l'avais pas dit, l'affichage c'est une fonction de unit, donc print,
son type c'est unit dans unit. Donc là, on affiche en fait les dérivations que l'on avait à faire jusqu'à présent, et on rajoute la dérivation, laquelle en fait, on dit le Vn, il s'est dérivé en quoi? Et bien toute la production qu'on vient d'utiliser, donc celle-là. Donc si jamais notre production, le Vn c'était, je sais pas, comme tout à l'heure, S donne ABC, ben, cette fonction-là, elle va afficher S flèche ABC. Alors pour ce faire, le printf, il est vraiment pratique en OCaml. On peut utiliser le pourcentage A. Donc le pourcentage A, ce qu'on doit lui donner, c'est une fonction qui va permettre d'afficher l'élément qu'on veut. Donc ici, c'est production. Et ça va bien l'insérer à cet endroit-là dans l'affichage. Donc avant l'anti/n et après la flèche. Donc le dernier cas, ça reste pareil. Et juste pour voir la fonction, donc print production, c'est celle-là, ce qu'elle fait. Donc ici, le out, c'est sur quoi on affiche. Donc nous, ce sera sur la sortie standard. Donc quand on utilise le printf qu'on a utilisé là, l'élément qui donne après une production, c'est la sortie standard. Oups. Donc ce qu'on regarde ici, c'est la liste qu'on nous a donnée, la production. Si c'est vide, ben on fait rien. Alors que ce soit un non terminal ou un terminal, c'est toujours des chaînes de caractères, donc c'est le même cas de figure en fait. On utilise fprintf, donc fprintf c'est pour dire afficher dans cet élément là, donc ici là, ce sera la sortie standard on va dire, mais on pourrait utiliser print production pour autre chose que la sortie standard sur un fichier par exemple. Donc j'affiche ici cet élément V, donc celui-là, et je rappelle print production avec ça sur le reste de la liste, ici. Ok. Donc, si on regarde, le parse maintenant, par rapport à tout à l'heure, tout est pareil, sauf cette partie-là, qui est le print, qui est la continuation, pardon, et ça c'est le print. Donc, la continuation, comme je disais, elle prend un print et l'entrée, donc ce qui change c'est le print, et on regarde l'entrée. Si jamais c'est vide, ça veut dire qu'on a bien reconnu toute la chaîne d'entrée, donc on affiche et on renvoie true, sinon on renvoie false. Et ça c'est l'affichage de départ qui dit pour l'instant j'ai rien à afficher, aucune dérivation à afficher. Ok, alors je me rends compte qu'il y a juste un petit truc que j'ai pas dit pour ceux qui connaissent pas ce truc là, cette fonction là, ce symbole là. Donc je vous donne un petit exemple. Donc en fait cette fonction là elle est bien pratique, c'est pour envoyer le résultat vers la fonction qui suit. Donc imaginons je veux, chez la liste 1, 2, 3, je veux d'abord multiplier, mettre au carré tous les éléments, donc je vais dire ok, cette liste là je l'envoie à la fonction map qui va prendre un élément et le mettre au carré. Et ensuite, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Je veux par exemple multiplier tous les éléments entre eux. Donc, et voilà, ça doit être ça normalement. 1 x 4 x 9, 4 x 9 x 36, c'est bien ça.
Donc c'est juste qu'on peut écrire en cascade en fait, et c'est plus dans le sens où on lit les choses. Nous on dit d'abord, ok, j'avais cette liste là, qu'est-ce que je veux en faire? Je veux d'abord mettre tous les éléments au carré, et ensuite qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la multiplication de tous ces éléments. C'est souvent plus facile à lire que de faire, on lit de gauche à droite, que si je devais faire dans l'autre sens, je devrais faire le fold left, devrais être parenthèse, ce truc là, le map, patati patata, et ensuite 1, 2, 3. C'est juste que le point de départ il est complètement à droite, que là on le voit complètement à gauche, comme on a l'habitude de lire en fait. C'est souvent plus lisible. Ok, donc on va faire un petit exemple, enfin on a déjà fait un petit exemple, mais je voulais juste vous montrer un petit truc. Si jamais, voilà, la grammaire G3 elle est ambiguë, donc je vous laisserai regarder par vous-même, mais si jamais je veux me rendre compte qu'elle est ambiguë, ben, ce que je peux faire c'est voir s'il y a plusieurs dérivations. Alors, plusieurs dérivations, là il y a un point important à noter, c'est par exemple si j'ai ça, si j'avais une grammaire, si j'avais, ben, je prends la grammaire, E donne F à la puissance E, appeler plusieurs dérivations, c'est pas juste, ben, je dérive d'abord F, par exemple si je fais F donne ID, ensuite j'ai ça, et ensuite je fais ID, et E je le dérive en F, donc ça pour moi c'est pas différent que ça. Si je fais ça, puis F, E, puis mince, je fais la même chose. Si je fais F, pardon, puis ID, F, c'est la même chose. Enfin, c'est l'ordre, j'ai pas choisi dans le même ordre, mais l'arbre de dérivation sera le même. Donc, ce que je vais essayer de voir, c'est si la grammaire est ambiguë, en fait, je vais avoir deux arbres de dérivation différents, mais ce que je vais avoir, c'est que si j'essaye par exemple de faire d'utiliser toujours les noms terminaux qui sont plus à gauche, et ben je vais obtenir malgré tout deux dérivations possibles différentes. C'est-à-dire que je vais utiliser à un moment des règles différentes pour arriver au même résultat. Alors, je ne sais pas si ça a été très clair ce que j'ai voulu dire, mais si par exemple je lance sur G3, même si la grammaire est ambiguë, si j'essaye de faire par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? On va regarder déjà un exemple qui est ambigu quand même. Donc si je fais ID à la puissance ID plus ID, alors il doit pouvoir reconnaître en passant par le F, le mettre en ID. Ah oui, voilà. Si je fais E donne F à la puissance E, donc là j'obtiendrai l'arbre de dérivation F puissance E, ensuite ID, et ensuite F plus E, donc F plus E, ensuite ID, et F, oups, et ID. Donc ça j'obtiens un arbre de dérivation, et si j'essaye de faire, je peux utiliser une autre règle qui serait F plus E. Donc je fais toujours des dérivations plus à gauche à vrai dire, mais je vais pouvoir utiliser des règles différentes pour obtenir autre chose. Donc je vais le prendre en bas plutôt, donc je vais faire E donne F plus E, ouais c'est ça, non c'est pas ça, ah voilà, c'est pas cette règle là, c'est celle-là qui va me permettre de faire quelque chose de différent. Donc je vais avoir F, alors E,
vais obtenir E donne F à la puissance E plus E. Et là, ID, F, ID, F, ID. Donc j'obtiens bien, je reconnais bien cette chaîne encore, mais avec deux arbres différents. Donc qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour ne pas m'arrêter à la première dérivation et voir s'il en existe plusieurs. Donc si je reprends le programme, donc je vais parser G3 avec ce qu'on vient de regarder. Donc ça serait, j'ai dit ID, que je me trompe pas, je viens de tout effacer. Donc ID à la puissance ID plus ID. Donc il reconnaît. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est est-ce qu'il n'y a pas deux dérivations gauche différentes, donc en utilisant des règles différentes. Ce qui me reste, ce que j'ai juste besoin de faire en fait. Alors vous pouvez essayer de réfléchir à ce que je dois faire simplement. Donc c'est juste changer quelque chose là-dedans. Donc à la limite, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et réfléchir. Donc ce qui me reste juste à changer en fait, c'est dire que même si j'en ai obtenu un, je vais rendre faux. Donc je vais bien l'afficher, la dérivation, mais je vais rendre faux. Et grâce à ça en fait, eh ben, il va être obligé de retenter une dérivation. Et s'il retrouve une dérivation qui match, je vais l'afficher et je vais encore afficher faux. Donc il va renvoyer faux, donc il va être obligé encore de chercher. Puisque ici, le prod existe, bah, lui s'arrête simplement s'il en trouve une qui est vraie. Mais là, à chaque fois, même si c'était ok au final, je l'ai feinté en envoyant faux. Ça va l'obliger à aller en chercher d'autres. Donc si on refait l'exemple, maintenant que j'ai fait ça, et que je reprends cet exemple, alors, j'aurais dû mettre un espace. C'est pas très lisible sinon. Alors on va mettre print new line. Ça sera mieux. Et voilà. Donc là, on voit d'ailleurs les deux dérivations qu'on avait obtenues tout à l'heure. Mais j'en obtiens bien deux. Donc ma grammaire était ambiguë. Donc j'ai pas eu besoin de changer grand chose dans le programme pour pouvoir modifier, avoir ce comportement là. Ok. Donc je crois qu'on va arrêter pour cette vidéo parce qu'on a déjà vu pas mal de choses. Donc juste pour résumer ce qu'on a fait, on a vu la notion de programmation par continuation, donc assez rapidement, et on s'en est servi pour créer un analyseur récursif descendant avec backtracking qui permet de reconnaître n'importe quelle grammaire hors contexte non récursive à gauche. Mais comme n'importe quelle grammaire hors contexte peut se transformer en une grammaire hors contexte non récursive à gauche, ça permet de tout reconnaître du coup. Bon, l'inconvénient c'est que c'est exponentiel dans le pire des cas. Donc ce qu'on va voir la fois prochaine, c'est un analyseur LL21. Donc je passe pas tout de suite à LR21 qui est notre but, et là on pourra reprendre du code de mini-java. C'est parce qu'il y a des notions comme null, first, follow qui seront importantes pour expliquer l'analyseur syntaxique LR21, donc que j'aurai besoin de faire, et puis ça nous permettra de voir un analyseur syntaxique descendant facile à coder à la main et qui est efficace. Ok, à la prochaine.